Voltaire, Candide ou l'optimisme. Chapitre 11. Histoire de la vieille. Je n'ai pas eu toujours les yeux éraillés, bordés d'écarlate. Mon nez n'a pas toujours touché à mon menton, et je n'ai pas toujours été servante. Je suis la fille du pape Urbain X et de la princesse de Palestrine. On m'éleva jusqu'à 14 ans dans un palais auquel tous les châteaux de vos barons allemands n'auraient pas servi d'écurie, et une de mes robes valait mieux que toutes les magnificences de la Westphalie. Je croissais en beauté, en grâce, en talent au milieu des plaisirs, des respects et des espérances. J'inspirais déjà de l'amour, ma gorge se formait, et quelle gorge! Blanche, ferme, taillée comme celle de la Vénus de Médicis. Et quels yeux, quelles paupières, quels sourcils noirs! Quelle flamme brillait dans mes deux prunelles et effaçait la scintillation des étoiles, comme me disaient les poètes du quartier. Les femmes qui m'habillaient tombaient en extase, en me regardant par devant et par derrière, et tous les hommes auraient voulu être à leur place. Je fus fiancé à un prince souverain de Massa Carrara. Quel prince! Aussi beau que moi, pétri de douceur et d'agrément, brillant d'esprit et brûlant d'amour. Je l'aimais comme on aime pour la première fois, avec idolâtrie, avec emportement. Les noces furent préparées, c'était une pompe, une magnificence inouïe, c'étaient des fêtes, des carrousels, des opéras bouffas continuels, et toute l'Italie fit pour moi des sonnets dont il n'y a pas eu un seul de passable. Je touchais au moment de mon bonheur, quand une vieille marquise, qui avait été maîtresse de mon prince, l'invita à prendre du chocolat chez elle. Il mourut en moins de 2 heures, avec des convulsions épouvantables. Mais ce n'est qu'une bagatelle. Ma mère, au désespoir, et bien moins affligée que moi, voulut s'arracher pour quelque temps à un séjour si funeste. Elle avait une très belle terre auprès de Gaillette. Nous nous embarquâmes sur une galère du pays, dorée comme l'autel de Saint-Pierre de Rome. Voilà qu'un corsaire de Salé fond sur nous et nous aborde. Nos soldats se défendirent comme des soldats du pape. Ils se mirent tous à genoux, en jetant leurs armes, et en demandant aux corsaires une absolution in articulo mortis. Aussitôt, on les dépouilla nus comme des singes, et ma mère aussi, nos filles d'honneur aussi, et moi aussi. C'est une chose admirable que la diligence avec laquelle ces messieurs déshabillent le monde. Mais ce qui me surprit davantage, c'est qu'ils nous mirent à tous le doigt dans un endroit où nous autres femmes ne nous laissons mettre d'ordinaire que des canules. Cette cérémonie me paraissait bien étrange. Voilà comme on juge de tout quand on n'est pas sorti de son pays. J'appris bientôt que c'était pour voir si nous n'avions pas caché là quelques diamants. C'est un usage établi de temps immémorial parmi les nations policées qui courent sur mer. J'ai su que messieurs les religieux chevaliers de Malte n'y manquent jamais quand ils prennent des Turcs et des Turcs. C'est une loi du droit des gens à laquelle on n'a jamais dérogé. Je ne vous dirai point combien il est dur pour une jeune princesse d'être menée esclave à Maroc avec sa mère. Vous concevez assez tout ce que nous eûmes à souffrir dans le vaisseau corsaire. Ma mère était encore très belle, nos filles d'honneur, nos simples femmes de chambre avaient plus de charme qu'on ne peut trouver dans toute l'Afrique. Pour moi, j'étais ravissante, j'étais la beauté, la grâce même, et j'étais pucelle. Je ne fus pas longtemps. Cette fleur qui avait été réservée pour le beau prince de Massa Carrara me fut ravie par le capitaine corsaire. C'était un nègre abominable qui croyait encore me faire beaucoup d'honneur.
Certes, il fallait que madame la princesse de Palestine et moi fussions bien fortes pour résister à tout ce que nous éprouvâmes jusqu'à notre arrivée à Maroc. Mais passons, ce sont des choses si communes qu'elles ne valent pas la peine qu'on en parle. Maroc nageait dans le sang quand nous arrivâmes. 50 fils de l'empereur Muley Ismaël avaient chacun leur parti, ce qui produisait en effet 50 guerres civiles, de noirs contre noirs, de noirs contre basanés, de basanés contre basanés, de mulâtres contre mulâtres. C'était un carnage continuel dans toute l'étendue de l'Empire. À peine fûmes-nous débarqués que des Noirs d'une faction ennemie de celle de mon corsaire se présentèrent pour lui enlever son butin. Nous étions, après les diamants et l'or, ce qu'il avait de plus précieux. Je fus témoin d'un combat tel que vous n'en voyez jamais dans vos climats d'Europe. Les peuples septentrionaux n'ont pas le sang assez ardent, ils n'ont pas la rage des femmes, au point où elle est commune en Afrique. Il semble que vos Européens aient du lait dans les veines. C'est du vitriol, c'est du feu qui coule dans celles des habitants du mont Atlas et des pays voisins. On combattit avec la fureur des lions, des tigres et des serpents de la contrée pour savoir qui nous aurait. Un mort saisit ma mère par le bras droit, le lieutenant de mon capitaine la retint par le bras gauche, un soldat mort la prit par une jambe, un de nos pirates la tenait par l'autre. Nos filles se trouvèrent presque toutes en un moment tirées ainsi à 4 soldats. Mon capitaine me cachait derrière lui. Il avait le cimeterre au poing et tuait tous ceux qui s'opposaient à sa rage. Enfin, je vis toutes nos Italiennes et ma mère, déchirées, coupées, massacrées par les monstres qui se les disputaient. Les captifs, mes compagnons, ceux qui les avaient pris, soldats, matelots, noirs, basanés, blancs, mulâtres, et enfin mon capitaine, tout fut tué, et je demeurai mourante sur un tas de morts. Des scènes pareilles se passaient, comme on sait, dans l'étendue de plus de 300 lieues, sans qu'on manquât aux 5 prières par jour ordonnées par Mahomet. Je me débarrassai avec beaucoup de peine de la foule de tant de cadavres sanglants entassés, et je me traînai sous un grand oranger au bord d'un ruisseau voisin. J'y tombai d'effroi, de lassitude, d'horreur, de désespoir et de faim. Bientôt après, mes sens accablés se livrèrent à un sommeil qui tenait plus de l'évanouissement que du repos. J'étais dans cet état de faiblesse et d'insensibilité entre la mort et la vie, quand je me sentis pressé de quelque chose qui s'agitait sur mon corps. J'ouvris les yeux, je vis un homme blanc et de bonne mine qui soupirait, et qui disait entre ses dents « Oh, quel malheur d'être sans couilles !» Chapitre 12. Suite des malheurs de la vieille. Étonné et ravi d'entendre la langue de ma patrie, et non moins surpris des paroles que proférait cet homme, je lui répondis qu'il y avait de plus grands malheurs que celui dont il se plaignait. Je l'instruisis en peu de mots des horreurs que j'avais essuyées, et je retombai en faiblesse. Il m'emporta dans une maison voisine, me fit mettre au lit, me fit donner à manger, me servit, me consola, me flatta, me dit qu'il n'avait rien vu de si beau que moi, et que jamais il n'avait tant regretté ce que personne ne pouvait lui rendre. « Je suis né à Naples, me dit-il. On y chaponne 2 ou 3 000 enfants tous les ans. Les uns en meurent, les autres acquièrent une voix plus belle que celle des femmes, les autres vont gouverner des États. On me fit cette opération avec un très grand succès. J'ai été musicien de la chapelle de madame la princesse de Palestrine. De ma mère, m'écriai-je. De votre mère, s'écria-t-il en pleurant. Quoi, vous seriez cette jeune princesse que j'ai élevée jusqu'à l'âge de 6 ans et qui promettait déjà d'être aussi belle que vous êtes? C'est moi-même. Ma mère est à 400 pas d'ici, coupée en quartiers sous un tas de morts. Je lui contai tout ce qui m'était arrivé. Il me conta aussi ses aventures, et m'apprit comment il avait été envoyé chez le roi de Maroc par une puissance chrétienne pour conclure avec ce monarque
un traité par lequel on lui fournirait de la poudre, des canons et des vaisseaux pour l'aider à exterminer le commerce des autres chrétiens. Ma mission est faite, dit cet honnête eunuque. Je vais m'embarquer à Ceuta et je vous ramènerai en Italie. Ma che si augura d'essere senza coglioni. Je le remerciai avec des larmes d'attendrissement, et au lieu de me mener en Italie, il me conduisit à Alger et me vendit au thé de cette province. À peine fus-je vendu que cette peste qui a fait le tour de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe, se déclara dans Alger avec fureur. Vous avez vu des tremblements de terre, mais mademoiselle, avez-vous jamais eu la peste? Jamais, répondit la baronne. Si vous l'aviez eue, reprit la vieille, vous avoueriez qu'elle est bien au-dessus d'un tremblement de terre. Elle est fort commune en Afrique, j'en fus attaqué. Figurez-vous quelle situation pour la fille d'un pape âgé de 15 ans qui, en 3 mois de temps, avait éprouvé la pauvreté, l'esclavage, avait été violée presque tous les jours, avait vu couper sa mère en 4, avait essuyé la faim et la guerre, et mourait pestiférée dans Alger. Je n'en mourus pourtant pas, mais mon eunuque et le dé et presque tout le sérail d'Alger périrent. Quand les premiers ravages de cette épouvantable peste furent passés, on vendit les esclaves du dé. Un marchand m'acheta et me mena à Tunis. Il me vendit à un autre marchand qui me revendit à Tripoli. De Tripoli, je fus vendu à Alexandrie. D'Alexandrie revendu à Smyrne, de Smyrne à Constantinople. J'appartins enfin à un aga des janissaires qui fut bientôt commandé pour aller défendre Azov contre les Russes qui l'assiégeaient. L'aga, qui était un très galant homme, mena avec lui tout son sérail, et nous logea dans un petit fort sur les Paluméotides, gardé par 2 eunuques noirs et 20 soldats. On tua prodigieusement de Russes, mais ils nous le rendirent bien. Azov fut mis à feu et à sang, et on ne pardonna ni au sexe ni à l'âge. Il ne resta que notre petit fort. Les ennemis voulurent nous prendre par famine. Les 20 janissaires avaient juré de ne se jamais rendre. Les extrémités de la faim, où ils furent réduits, les contraignirent à manger nos 2 eunuques, de peur de violer leur serment. Au bout de quelques jours, ils résolurent de manger les femmes. Nous avions un imam très pieux et très compatissant qui leur fit un beau serment par lequel il leur persuada de nous pas tuer tout à fait. Coupez, dit-il, seulement une fesse à chacune de ces dames. Vous ferez très bonne chère. S'il faut y revenir, vous en aurez encore autant dans quelques jours. Le ciel vous sera gré d'une action si charitable, et vous serez secourus. Il avait beaucoup d'éloquence, il les persuada. On nous fit cette horrible opération. L'imam nous appliqua le même baume qu'on met aux enfants qu'on vient de circoncire. Nous étions tout à la mort. À peine les janissaires eurent-ils fait le repas que nous leur avions fourni, que les Russes arrivent sur des bateaux plats. Pas un janissaire ne réchappa. Les Russes ne firent aucune attention à l'état où nous étions. Il y a partout des chirurgiens français. Un d'eux, qui était fort adroit, prit soin de nous, il nous guérit, et je me souviendrai toute ma vie que, quand mes plaies furent bien fermées, il me fit des propositions. Au reste, il nous dit à toutes de nous consoler. Il nous assura que dans plusieurs sièges pareilles choses étaient arrivées et que c'était la loi de la guerre. Dès que mes compagnes purent marcher, on les fit aller à Moscou. J'échus en partage à un boyard qui me fit sa jardinière et qui me donnait 20 coups de fouet par jour. Mais ce seigneur ayant été roué au bout de 2 ans avec une trentaine de boyards pour quelques tracasseries de cour, je profitai de cette aventure, je m'enfuis, je traversai toute la Russie. Je fus longtemps servante de cabaret à Riga, puis à Rostock, à Wismar, à Leipzig, à Cassel, à Utrecht, à Leyde, à La Haye, à Rotterdam. J'ai vieilli dans la misère et dans l'opprobre, n'ayant que la moitié d'un derrière, me souvenant toujours que j'étais fille d'un pape.
Je voulus 100 fois me tuer, mais j'aimais encore la vie. Cette faiblesse ridicule est peut-être un de nos penchants les plus funestes. Car n'y a-t-il rien de plus sot que de vouloir porter continuellement un fardeau qu'on veut toujours jeter par terre, d'avoir son être en horreur et de tenir à son être, enfin de caresser le serpent qui nous dévore jusqu'à ce qu'il nous ait mangé le cœur. J'ai vu, dans les pays que le sort m'a fait parcourir et dans les cabarets où j'ai servi, un nombre prodigieux de personnes qui avaient leur existence en exécration. Mais je n'en ai vu que 12 qui aient mis volontairement fin à leur misère. 3 nègres, 4 anglais, 4 genevois et un professeur allemand nommé Robeck. J'ai fini par être servante chez le juif Don Issachar. Il me mit auprès de vous, ma belle demoiselle. Je me suis attaché à votre destinée, j'ai été plus occupé de vos aventures que des miennes. Je ne vous aurais même jamais parlé de mes malheurs si vous ne m'aviez pas un peu piqué, et s'il n'était d'usage dans un vaisseau de conter des histoires pour se désennuyer. Enfin, mademoiselle, j'ai de l'expérience, je connais le monde. Donnez-vous un plaisir. Engagez chaque passager à vous conter son histoire. Et s'il s'en trouve un seul qui n'ait souvent maudit sa vie, qui ne se soit souvent dit à lui-même qu'il était le plus malheureux des hommes, jetez-moi dans la mer, la tête la première. Chapitre 13. Comment Candide fut obligé de se séparer de la belle Cunégonde et de la vieille. La belle Cunégonde, ayant entendu l'histoire de la vieille, lui fit toutes les politesses qu'on devait à une personne de son rang et de son mérite. Elle accepta la proposition, elle engagea tous les passagers, l'un après l'autre, à lui conter leurs aventures. Candide et elle avouèrent que la vieille avait raison. C'est bien dommage, disait Candide, que le sage Pangloss ait été pendu contre la coutume dans un auto-da-fé. Il nous dirait des choses admirables sur le mal physique et sur le mal moral qui couvre la terre et la mer. Et je me sentirais assez de force pour oser lui faire respectueusement quelques objections. À mesure que chacun racontait son histoire, le vaisseau avançait. On aborda dans Buenos Aires. Cunégonde, le capitaine Candide et la vieille allèrent chez le gouverneur Don Fernando d'Ibarra, y Figueroa, y Mascarenes, y Lampourdos, y Souza. Ce seigneur avait une fierté convenable à un homme qui portait tant de noms. Il parlait aux hommes avec le dédain le plus noble, portant le nez si haut, élevant si impitoyablement la voix, prenant un ton si imposant, affectant une démarche si altière, que tous ceux qui le saluaient étaient tentés de le battre. Il aimait les femmes à la fureur. Cunégonde lui parut ce qu'il avait jamais vu de plus beau. La première chose qu'il fit fut de demander si elle n'était point la femme du capitaine. L'air qu'il fit cette question alarma Candide. Il n'osa pas dire qu'elle était sa femme, parce qu'en effet elle ne l'était point. Il n'osait pas dire que c'était sa sœur, parce qu'elle ne l'était pas non plus. Et quoique ce mensonge officieux eût été autrefois très à la mode chez les anciens, et qu'il pût être utile aux modernes, son âme était trop pure pour trahir la vérité. Mademoiselle Cunégonde, dit-il, doit me faire l'honneur de m'épouser, et nous supplions votre Excellence de daigner faire notre noce. Don Fernando d'Ibarra, y Figueroa, y Mascarenes, y Lampourdo, y Souza, relevant sa moustache, sourit amèrement, et ordonna au capitaine Candide d'aller faire la revue de sa compagnie. Candide obéit, le gouverneur demeura avec mademoiselle Cunégonde. Il lui déclara sa passion, lui protesta que le lendemain il l'épouserait à la face de l'église, ou autrement, ainsi qu'il plairait à ses charmes. Cunégonde lui demanda un quart d'heure pour se recueillir, pour consulter la vieille et pour se déterminer. La vieille dit à Cunégonde, « Mademoiselle, vous avez 72 quartiers et pas une obole.
Il ne tient qu'à vous d'être la femme du plus grand seigneur de l'Amérique méridionale, qui a une très belle moustache. Est-ce à vous de vous piquer d'une fidélité à toute épreuve? Vous avez été violé par les Bulgares. Un juif et un inquisiteur ont eu vos bonnes grâces. Les malheurs donnent des droits. J'avoue que si j'étais à votre place, je ne ferais aucun scrupule d'épouser monsieur le gouverneur et de faire la fortune de monsieur le capitaine Candide. Tandis que la vieille parlait avec toute la prudence que l'âge et l'expérience donnent, on vit entrer dans le port un petit vaisseau. Il portait un alcade et des alguacils, et voici ce qui était arrivé. La vieille avait très bien deviné que ce fut un cordelier à la grande manche qui vola l'argent et les bijoux de Cunégonde dans la ville de Badajos lorsqu'elle fuyait en hâte avec Candide. Ce moine voulut vendre quelques-unes des pierreries à un joaillier. Le marchand les reconnut pour celles du grand inquisiteur. Le cordelier, avant d'être pendu, avoua les avoir volées. Il indiqua les personnes et la route qu'elles prenaient. La fuite de Cunégonde et de Candide était déjà connue. On le suivit à Cadix. On envoya sans perdre de temps un vaisseau à leur poursuite. Le vaisseau était déjà dans le port de Buenos Aires. Le bruit se répandit qu'un alcade allait débarquer et qu'on poursuivait les meurtriers de Monseigneur le grand inquisiteur. La prudente vieille vit dans l'instant tout ce qui était à faire. « Vous ne pouvez fuir, dit-elle à Cunégonde, et vous n'avez rien à craindre. Ce n'est pas vous qui avez tué Monseigneur, et d'ailleurs le gouverneur qui vous aime ne souffrira pas qu'on vous maltraite. Demeurez. » Elle court sur le champ à Candide. « Fuyez, dit-elle. Dans 1 heure, vous allez être brûlé. » Il n'y avait pas un moment à perdre. Mais comment se séparer de Cunégonde et où se réfugier? Chapitre 14. Comment Candide et Cacambo furent reçus chez les Jésuites du Paraguay. Candide avait amené de Cadix un valet tel qu'on en trouve beaucoup sur les côtes d'Espagne et dans les colonies. C'était un quart d'Espagnol né d'un métis dans le Tucuman. Il avait été enfant de chœur, sacristain, matelot, moine, facteur, soldat, laquais. Il s'appelait Cacambo et aimait fort son maître parce que son maître était un fort bonhomme. Il sella au plus vite les 2 chevaux andalous. « Allons, mon maître, suivons le conseil de la vieille, partons et courons sans regarder derrière nous. » Candide versa des larmes. « Oh, ma chère Cunégonde, faut-il vous abandonner dans le temps que monsieur le gouverneur va faire nos noces? Cunégonde, amenée de si loin, que deviendrez-vous? » « Elle deviendra ce qu'elle pourra, dit Cacambo. Les femmes ne sont jamais embarrassées d'elle. Dieu y pourvoit, courons. » « Où me mènes-tu? Où allons-nous? Que ferons-nous sans Cunégonde? » disait Candide. « Par saint Jacques de Compostelle, dit Cacambo, vous alliez faire la guerre aux Jésuites. Allons la faire pour eux. Je sais assez le chemin, je vous mènerai dans leur royaume. Ils seront charmés d'avoir un capitaine qui fasse l'exercice à la Bulgare. Vous ferez une fortune prodigieuse. Quand on n'a pas son compte dans un monde, on le trouve dans un autre. C'est un très grand plaisir de voir et de faire des choses nouvelles. »« Tu as donc été déjà dans le Paraguay? » dit Candide. « Et vraiment oui, dit Cacambo. J'ai été cuistre dans le collège de l'Assomption et je connais le gouvernement de Los Padres comme je connais les rues de Cadix. C'est une chose admirable que ce gouvernement. Le royaume a déjà plus de 300 lieues de diamètre. Il est divisé en 30 provinces. Los Padres y ont tout et les peuples rien. C'est le chef-d'œuvre de la raison et de la justice. Pour moi, je ne vois rien de si divin que Los Padres, qui font ici la guerre au roi d'Espagne et au roi de Portugal, et qui en Europe confessent ces rois, qui tuent ici des Espagnols et qui à Madrid les envoient au ciel. Cela me ravit. Avançons, vous allez être le plus heureux de tous les hommes.
Quel plaisir auront ce padres quand ils sauront qu'il leur vient un capitaine qui sait l'exercice bulgare. Dès qu'ils furent arrivés à la première barrière, Cacambo dit à la garde avancée qu'un capitaine demandait à parler à monseigneur le commandant. On alla avertir la grande garde. Un officier paraguayen courut au pied du commandant lui donner part de la nouvelle. Candide et Cacambo furent d'abord désarmés, on se saisit de leurs 2 chevaux andalous. Les 2 étrangers sont introduits au milieu de 2 files de soldats. Le commandant était au bout, le bonnet à 3 cornes en tête, la robe retroussée, l'épée au côté, l'esponton à la main. Il fit un signe, aussitôt 24 soldats entourent les 2 nouveaux venus. Un sergent leur dit qu'il faut attendre, que le commandant ne peut leur parler, que le révérend père provincial ne permet pas qu'aucun Espagnol ouvre la bouche en sa présence, et demeure plus de 3 heures dans le pays. « Et où est le révérend père provincial » dit Cacambo. « Il est à la parade après avoir dit sa messe, » répondit le sergent, « et vous ne pourrez baiser ses éperons que dans 3 heures. » Mais, dit Cacambo, monsieur le capitaine, qui meurt de faim comme moi, n'est point espagnol, il est allemand. Ne pourrions-nous point déjeuner en attendant sa révérence? Le sergent alla sur-le-champ rendre compte de ce discours au commandant. « Dieu soit béni, dit ce seigneur, puisqu'il est allemand je peux lui parler, on le mène dans ma feuillée. » Aussitôt on conduit Candide dans un cabinet de verdure, orné d'une très jolie colonnade de marbre vert et or et de treillage, qui renfermait des perroquets, des colibris, des oiseaux-mouches, des pintades et tous les oiseaux les plus rares. Un excellent déjeuner était préparé dans des vases d'or, et tandis que les Paraguains mangèrent du maïs dans des écuelles de bois, en plein champ à l'ardeur du soleil, le révérend père commandant entra dans la feuillée. C'était un très beau jeune homme, le visage plein, assez blanc, haut en couleur, le sourcil relevé, l'œil vif, l'oreille rouge, les lèvres vermeilles, l'air fier, mais d'une fierté qui n'était ni celle d'un Espagnol, ni celle d'un jésuite. On rendit à Candide et à Cacambo leurs armes qu'on leur avait saisies, ainsi que les 2 chevaux andalous. Cacambo leur fit manger l'avoine auprès de la feuillée, ayant toujours l'œil sur eux, crainte de surprise. Candide baisa d'abord le bas de la robe du commandant. Ensuite, ils se mirent à table. « Vous êtes donc allemand ?» lui dit le jésuite en cette langue. « Oui, mon révérend père, » dit Candide. L'un et l'autre, en prononçant ces paroles, se regardaient avec une extrême surprise et une émotion dont ils n'étaient pas les maîtres. « Et de quel pays d'Allemagne êtes-vous » dit le jésuite. « De la sale province de Westphalie, » dit Candide. « Je suis né dans le château de Thundertentronckh. »« Ô ciel, est-il possible ?» s'écria le commandant. « Quel miracle !» s'écria Candide. « Serait-ce vous ?» dit le commandant. « Cela n'est pas possible, » dit Candide. Ils se laissent tomber tous 2 à la renverse, ils s'embrassent, ils versent des ruisseaux de larmes. « Quoi, serait-ce vous, mon révérend père, vous, le frère de la belle Cunégonde, vous qui fûtes tué par les Bulgares, vous, le fils de monsieur le baron, vous, jésuite au Paraguay? Il faut avouer que ce monde est une étrange chose. Ô Pangloss, Pangloss, que vous soyez aise, si vous n'aviez pas été pendu. » Le commandant fit retirer les esclaves nègres et les Paraguains qui servaient à boire dans des gobelets de cristal de roche. Il remercia Dieu et saint Ignace 1000 fois. Il serrait Candide entre ses bras. Leur visage était baigné de pleurs. « Vous seriez bien plus étonné, plus attendri, plus hors de vous-même, dit Candide, si je vous disais que mademoiselle Cunégonde, votre sœur, que vous avez cru éventrer, est pleine de santé, ou dans votre voisinage, chez monsieur le gouverneur de Buenos Aires, et je venais pour vous faire la guerre. » Chaque mot qu'ils prononcèrent dans cette longue conversation accumulait prodige sur prodige.
Leur âme tout entière volait sur leur langue, était attentive dans leurs oreilles et étincelante dans leurs yeux. Comme ils étaient allemands, ils tinrent table longtemps en attendant le révérend père provincial. Et le commandant parla ainsi à son cher Candide. Chapitre 15. Comment Candide tua le frère de sa chère Cunégonde. J'aurai toute ma vie présent à la mémoire le jour horrible où je vis tuer mon père et ma mère et violer ma sœur. Quand les Bulgares furent retirés, on ne trouva point cette sœur adorable, et on mit dans une charrette ma mère, mon père et moi, 2 servantes et 3 petits garçons égorgés, pour nous aller enterrer dans une chapelle de jésuites, à 2 lieues du château de mes pères. Un jésuite nous jeta de l'eau bénite. Elle était horriblement salée. Il en entra quelques gouttes dans mes yeux. Le père s'aperçut que ma paupière faisait un petit mouvement. Il mit la main sur mon cœur et le sentit palpiter. Je fus secouru et au bout de 3 semaines, il n'y paraissait pas. Vous savez, mon cher Candide, que j'étais fort joli. Je le devins encore davantage. Aussi le révérend père Croust, supérieur de la maison, prit pour moi la plus tendre amitié. Il me donna l'habit de novice. Quelque temps après, je fus envoyé à Rome. Le père général avait besoin d'une recrue de jeunes jésuites allemands. Les souverains du Paraguay reçoivent le moins qu'ils peuvent de jésuites espagnols. Ils aiment mieux les étrangers, dont ils se croient plus maîtres. Je fus jugé propre par le révérend père général pour aller travailler dans cette vigne. Nous partîmes, un Polonais, un Tyrolien et moi. Je fus honoré en arrivant du sous-diaconat et d'une lieutenance. Je suis aujourd'hui colonel et prêtre. Nous recevons vigoureusement les troupes du roi d'Espagne. Je vous réponds qu'elles seront excommuniées et battues. La Providence vous envoie ici pour nous seconder. Mais est-il bien vrai que ma chère sœur Cunégonde soit dans le voisinage, chez le gouverneur de Buenos Aires? Candide l'assura par serment que rien n'était plus vrai. Leurs larmes recommencèrent à couler. Le baron ne pouvait se lasser d'embrasser Candide. Il l'appelait son frère, son sauveur. Ah, peut-être, dit-il, nous pourrons ensemble, mon cher Candide, entrer en vainqueur dans la ville et reprendre ma sœur Cunégonde. C'est tout ce que je souhaite, dit Candide, car je comptais l'épouser, et je l'espère encore. Vous, insolent, répondit le baron, vous auriez l'impudence d'épouser ma sœur, qui a 72 quartiers. Je vous trouve bien effronté d'oser me parler d'un dessein si téméraire. Candide, pétrifié d'un tel discours, lui répondit, mon révérend père, tous les quartiers du monde n'y font rien. J'ai tiré votre sœur des bras d'un juif et d'un inquisiteur. Elle m'a assez d'obligations, elle veut m'épouser. Maître Pangloss m'a toujours dit que les hommes sont égaux, et assurément, je l'épouserai. C'est ce que nous verrons, coquin, dit le jésuite baron de Thundertentronckh, et en même temps il lui donna un grand coup du plat de son épée sur le visage. Candide dans l'instant tire la sienne et l'enfonce jusqu'à la garde dans le ventre du baron jésuite. Mais la retirant toute fumante, il se mit à pleurer. « Hélas, mon Dieu, dit-il, j'ai tué mon ancien maître, mon ami, mon beau-frère. Je suis le meilleur homme du monde, et voilà déjà 3 hommes que je tue, et dans ces 3, il y a 2 prêtres. » Cacambo, qui faisait sentinelle à la porte de la feuillée, accourut. « Il ne nous reste qu'à vendre cher notre vie, lui dit son maître. On va sans doute entrer dans la feuillée, il faut mourir les armes à la main. » Cacambo, qui en avait bien vu d'autres, ne perdit point la tête. Il prit la robe de jésuite que portait le baron, la mit sur le corps de Candide, lui donna le bonnet carré du mort et le fit monter à cheval. Tout cela se fit en un clin d'œil. « Galopons, mon maître, tout le monde vous prendra pour un jésuite qui va donner des ordres.
et nous ont passé les frontières avant qu'on puisse courir après nous. Ils volaient déjà en prononçant ces paroles, et en criant en espagnol « Place, place pour le révérend père colonel ».